Nous allons parler aujourd'hui ensemble des trajets domicile-travail en région Sud PACA. Je me présente à mon tour, mais vous aussi, vous pouvez vous présenter dans la petite case, donc sur le côté, votre poste, vos projets, ce qui vous amène. Et moi, donc à mon tour, donc ça fait 15 ans que je travaille dans la mobilité durable. J'ai commencé ma carrière en travaillant pour la Semaine européenne de la mobilité, qui est cet événement chaque année au mois de septembre pour sensibiliser autour des enjeux de la mobilité durable. Puis 11 ans chez Blablacar, ça s'appelait même encore covoiturage.fr quand j'ai démarré, en tant que responsable communication pour motiver des millions d'automobilistes français à partager, à se faire confiance pour covoiturer. Et j'ai lancé ma propre start-up, 1 km à pied, dont on parlera plus tard. L'agenda de ce webinaire, donc je vais commencer par vous parler de justement notre méthodologie chez 1 km à pied pour faire des plans de mobilité employeurs un peu révolutionnaires et assez pragmatiques sur la donnée. Ensuite, je passerai la parole à Camille qui vous partagera les résultats, les diagnostics agrégés de tous les plans de mobilité en région Sud PACA que nous avons menés, mais aussi, au-delà des trajets actuels, le report modal mesuré pour les automobilistes. Ensuite, je vous parlerai de la méthodologie et du potentiel de rapprochement de domicile pour vraiment venir réduire la distance à parcourir. Et Benjamin vous présentera les résultats de son enquête qu'il a menée auprès des AOM. Et enfin, je terminerai sur un sujet de comment est-ce que les AOM peuvent accompagner les plans de mobilité employeurs. Et enfin, il y aura un petit peu de temps pour vos questions-réponses dans le chat. N'hésitez pas aussi au fil de l'eau à réagir à chaque slide, à poser des questions, à mettre des petits cœurs, des petits bravos, parce qu'en fait, on ne vous voit pas et on ne vous entend pas. C'est assez frustrant pour nous, donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de vie au fil de l'eau. Merci. Alors, donc voici les trajets étudiés par 1 km à pied en région Sud PACA. Donc nous avons analysé 7771 trajets domicile-travail, donc vraiment d'adresse de domicile à adresse de travail, très précis, sur 365 sites différents en région Sud PACA chez nos clients. Donc pour 58%, ce sont des trajets domicile-travail au sein des PME, ETI et collectivités pour qui nous avons fait un plan de mobilité employeur. Et pour 42%, ce sont les trajets domicile-travail des employés de terrain, des entreprises multisites qui passent par le logiciel 1 km à pied pour mener leur mobilité interne géographique pour rapprocher les salariés de leur domicile. On a retenu pour cette analyse uniquement les trajets inférieurs à 150 km et 1h30, ce qui évite les gens qui sont partis loin en province pour faire du télétravail. Notre méthodologie est assez innovante pour calculer les trajets domicile-travail. Nous ne faisons pas d'enquête salariée. On peut en faire après la data analyse, mais en premier lieu, pour dresser l'état des lieux des trajets, nous faisons de la data analyse. Donc, les employeurs signent avec nous un contrat RGPD et uploadent leur fichier du personnel sur 1 km à pied avec l'adresse de domicile des salariés, leur adresse de travail, les remboursements transport, s'ils bénéficient d'un véhicule de service ou de société de fonction. Et alors j'ai mis un vélo, mais c'est pour symboliser le forfait mobilité durable qui peut aussi être utilisé pour le covoiturage. Donc on a avec tous ces remboursements des indicateurs sur leur mode de trajet. Et puis bien ceux qui n'ont aucun remboursement, on estime que comme 75% des Français, ils font leur trajet domicile-travail en voiture. On a quand même une règle, c'est que ceux qui ont un tout petit trajet d'1,5 km, on les qualifie comme piétons. Ensuite, avec ces origines-destinations et ces modes de transport, on calcule les trajets avec Google Maps qui nous donne les trajets en voiture avec la durée qui comprend les embouteillages. Avec Navicia pour calculer les trajets en transport en commun, c'est une filiale de la SNCF qui a en base de données tout, même les moindres bus régionaux, pour calculer donc la durée, la distance, le nombre de correspondances, les premiers et derniers kilomètres. Et on calcule aussi tous les trajets de tous les automobilistes avec GeoVélo pour voir s'ils pourraient passer au vélo pour obtenir là, de GeoVélo la durée, la distance et le pourcentage de pistes cyclables sur l'itinéraire de chaque automobiliste. Et donc nous, avec toutes ces données-là, on crée un diagnostic encore plus complet, on crée des nouvelles données qu'on présente à chaque employeur sur le logiciel 1 km à pied avec un login, mot de passe, et ils ont accès à tout, les cartes et tout. Et aujourd'hui, pour ce webinaire, nous avons anonymisé et agrégé toutes les données de nos clients en région PACA pour vous donner une vue régionale. Alors concrètement, chaque client a de cette manière un tableau de bord avec ses données les plus essentielles, là, un accès à une carte de tous les salariés interactive avec des filtres, et puis l'accès à tous les sites
hop, je clique, donc ça ressemble à ça. Chacun de leurs sites a son propre diagnostic mobilité. On voit quelques chiffres clés ici de durée, de distance, de modal, de CO2, pour pouvoir prioriser aussi les projets potentiellement faire certains sites avant d'autres, et accéder au diagnostic. Le diagnostic ressemble à cela, très visuel, pour faire comprendre les enjeux de mobilité à des personnes qui sont, en tant que responsable RSE, on ne peut pas être spécialiste de tout, donc pour faciliter la compréhension des enjeux de mobilité. Et ensuite, ce qui est vraiment notre valeur ajoutée, c'est le plan de mobilité qui est chiffré par site avec le chiffrage des salariés qui pourraient passer au vélo, au transport, au covoiturage, avec des critères déterminés que je vous partage maintenant. Donc, on se demande si les salariés ont la capacité ou auront la capacité de venir à vélo le jour où il y aura des pistes cyclables, et donc la distance est un facteur vraiment discriminant. Donc on regarde ceux qui sont à moins de 6 km et qui pourraient, le jour où il y aura des pistes cyclables, faire du vélo en moins d'une demi-heure, vélo mécanique. Et ensuite ceux qui sont entre 6 et 10 km et qui pourraient se mettre au vélo à assistance électrique, le jour aussi où il y aura des pistes cyclables sur leur itinéraire. On montre justement le pourcentage de pistes cyclables, leur mode de trajet actuel, le type de véhicule, et puis ce que ça coûterait pour favoriser le vélo avec du forfait mobilité durable. De la même manière, on vient calculer un potentiel de report modal vers les transports en commun grâce à notre outil Navicia. Et donc là, on va venir calculer pour chaque automobiliste son trajet potentiel en transport en commun, les premiers et derniers kilomètres à pied, combien de temps de transport au total, et surtout, le nerf de la guerre pour les transports en commun, c'est est-ce que c'est pas trop long par rapport au trajet en voiture? Et donc, on va venir montrer à l'employeur les automobilistes qui auraient un trajet en transport en commun seulement 5, 10 ou 15 minutes plus long que leur trajet actuel en voiture. Et on montre quand même les autres, ceux qui auraient un trajet potentiel, mais de 20, 25, 30, 35, 40 minutes plus long que leur trajet en voiture, mais qui vont être moins motivés. Donc pour nous, le cœur de cible, c'est ceux qui ont seulement un allongement de 15 minutes. Et ensuite, on vient sélectionner ceux qui ont un trajet au total de 45 minutes, mais on montre quand même ceux qui auraient un trajet au total de 50, 60, 75 minutes en transport en commun. Et ça permet de déterminer un cœur de cible, un espoir de basculer sur les transports. Et de la même manière, pour le covoiturage, donc je suis une ancienne de Blablacar et Blablacar Daily, donc je connais bien le profil des personnes qui se motivent à partager leur trajet. Et donc, il faut que le trajet soit suffisamment distant pour qu'il y ait une certaine motivation à partager des trajets fatigants, coûteux. Je peux vous dire que les trajets de moins de 10 km aujourd'hui, les conducteurs estiment que ils sont ni fatigants ni trop coûteux, donc ils ne prennent pas la peine de proposer leur trajet. Donc ça permet là aussi de dégager, en fonction aussi des équipes, des métiers, des grades dans l'entreprise, un profil de personnes qui seraient motivées par le covoiturage. Maintenant que vous connaissez la méthodologie et comment est-ce qu'on calcule ce report modal, je passe la balle à Camille pour vous présenter les résultats. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Camille Rousseau et je suis consultante en mobilité chez 1 km à pied. Et c'est moi qui vais vous présenter donc les résultats agrégés de nos clients sur les trajets domicile-travail en région Sud-PACA. Donc, premièrement, on va s'intéresser aux parts modales des 7 771 salariés dont on a étudié les trajets. Donc, premier chiffre clé à avoir en tête tout de même pour la suite de ces analyses, 59% des salariés étudiés ne font jamais de télétravail, donc ce sont des employés de terrain. Pour eux, le télétravail n'est pas une option puisqu'ils doivent faire un métier où ils sont sur le terrain et ils doivent faire ce trajet 5 fois par semaine, matin et soir. Donc, les parts modales, on a 85% des salariés qui viennent en voiture, ce qui est assez représentatif de ce qu'on a observé dans toutes les autres régions. 5% qui viennent en transport en commun, 9% qui sont à pied, et le vélo représente une part de moins de 2% des trajets domicile-travail en région Sud-PACA. On a aussi un tout petit peu de covoiturage, moins de 1%. En termes de chiffres clés, la distance médiane du trajet à l'aller est de 10,3 km. Donc ici, on a représenté la répartition des trajets par tranche de distance. On voit qu'il y a tout de même une bonne partie des trajets qui sont à moins de 5 km, 28%, et 10,3 km, ça correspond à cette troisième barre ici.
En termes de durée, on est sur une médiane de 20 minutes à l'aller, donc 40 minutes par jour. Et en empreinte carbone médiane annuelle, on est à 0,8 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. Donc, c'est à comparer avec 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne pour maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés au-dessus des moyennes pré-industrielles. Donc 0,8, c'est déjà beaucoup quand on considère le budget global qu'on a à dépenser sur une année. Après avoir vu ces chiffres clés, je vous propose de vous intéresser à 3 tranches de distance qu'on aime étudier chez un kilomètre à pied pour s'intéresser au report modal. Donc on a divisé les trajets en 3, ceux qui sont entre 0 et 5 km à l'aller, entre 5 et 10 km, et ceux qui font plus de 10 km. Donc ce qu'on observe, c'est que 49% des salariés ont un trajet de moins de 10 km, donc potentiellement faisable à vélo s'il y a des infrastructures notamment. Pour la tranche entre 0 et 5 km, on pourra faire du vélo mécanique, musculaire, sans problème. Et entre 5 et 10 km, on passera plutôt au vélo assistance électrique si on veut respecter un budget temps de 25 à 30 minutes maximum. Donc c'est une bonne nouvelle, près de la moitié des salariés de notre base de données en région Sud-PACA pourraient passer au vélo. Et en revanche, lorsqu'on s'intéresse aux émissions de CO2 pour voir quel impact cela aurait de faire passer tous ces salariés au vélo, on se rend compte que les trajets courts ne représentent que 4% des émissions de CO2 liées au trajet domicile-travail. Donc autrement dit, même si on faisait passer tous ces automobilistes qui sont ici représentés en rouge dans cette tranche 0 à 5 km au vélo ou à la marche, eh bien on aurait traité 4% du problème, 4% des émissions de CO2. En réalité, l'enjeu se situe bien ailleurs. L'enjeu, c'est ici, dans la tranche plus de 10 km, parce que 85% des émissions liées au trajet domicile-travail sont liées au trajet en voiture de plus de 10 km. Donc c'est réellement ici qu'on va focaliser nos efforts, chez un kilomètre à pied, par 2 moyens. Premièrement, en étudiant le report modal, sans changer les trajets, que peuvent faire les automobilistes. Il peut y avoir des transports en commun et surtout le covoiturage. Et dans un deuxième temps, ce que va vous présenter Laure par la suite, comment peut-on réduire à la source le besoin en mobilité pour mécaniquement réduire les émissions en faisant passer les gens d'une tranche plus de 10 km à des plus courtes distances domicile-travail. Pour mettre un peu en regard ces données avec celles de l'INSEE, on est plutôt cohérent avec la médiane des actifs en France pour le domicile-travail, qui est de 7,8 km en 2019 d'après l'INSEE, 12,5 en zone rurale et 6,1 en zone urbaine. Nous, on est à 10,3, donc quelque part entre la zone urbaine et la zone rurale pour la région PACA. Un autre chiffre que je n'ai pas encore mentionné, c'est le coût médian annuel pour les automobilistes qu'on observe en région PACA, qui est de 312 € par an pour les frais d'essence. Donc maintenant que nous avons fait un constat global des chiffres clés de la mobilité domicile-travail, avec 85% de personnes qui viennent en voiture, quel est leur potentiel de report modal en région Sud-PACA? On va s'intéresser aux différents modes que pourraient emprunter les automobilistes demain. Et d'abord, on va s'intéresser aux chiffres clés de ces automobilistes pour caractériser leur trajet. Donc leur distance médiane est légèrement supérieure à celle qu'on observe au global, donc 12,1 km à comparer à 9,3 au global. Quand on regarde ici la répartition par tranche de distance, on se rend compte qu'il y a un petit peu moins d'automobilistes qui sont très proches de leur lieu de travail qu'au global sur la population Sud-PACA. La durée médiane du trajet à l'aller est de 20 minutes, donc identique au global. Et globalement, les personnes n'ont pas envie de se rallonger le trajet de trop en passant à un autre mode de transport. Et enfin, les automobilistes représentent 99% des émissions liées au trajet domicile-travail. Et maintenant, pour les chiffres du report modal, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué la méthode 1 km à pied, donc appliqué des règles qui nous permettent de déterminer s'il est crédible ou non qu'un automobiliste passe à un autre mode de transport. Donc le premier levier à actionner, le premier type de report modal qu'on identifie, nous, chez un kilomètre à pied en région Sud-PACA, c'est le covoiturage. Donc 57% des automobilistes ont un trajet de plus de 10 km. Donc la majorité des automobilistes ont un trajet qui devient pénible, fatigant et motivant pour s'inscrire sur une plateforme de covoiturage. 40% des automobilistes pourraient passer au vélo ou au vélo à assistance électrique, car ils ont un trajet cyclable entre 2 et 10 km. Donc c'est réellement un trajet qu'on calcule grâce à une API GeoVélo, qui est faisable à vélo et qui a une distance qui permet d'être réalisée en moins de 30 minutes à vélo électrique, en théorie. Encore faut-il qu'il y ait des pistes cyclables et que l'itinéraire soit relativement sécurisé.
Le troisième mode pour le report modal, c'est les transports en commun. Donc 16% des automobilistes ont une alternative qui est crédible en transport en commun. On considère, nous, que c'est crédible lorsque le trajet en transport en commun est inférieur à 45 minutes et qu'il représente un allongement de la durée de trajet de maximum 15 minutes par rapport à la voiture. Et enfin, le dernier mode, c'est la marche. Donc 3% des automobilistes dans notre base de données ont un trajet de moins de 2 km et pourraient donc, en théorie, passer à pied. Donc, je vous ai présenté beaucoup de chiffres, de pourcentages et de médianes. Maintenant, je vous propose de visualiser tout cela sur une carte qui nous permet d'avoir un aperçu géographique du report modal potentiel. Donc, c'est une carte qui a été réalisée par notre data analyst chez 1 km à pied et qui représente un avant-après du report modal. Donc, on représente tous les salariés qu'on a dans notre base de données sur une carte et on va visualiser la situation future qui serait possible si on mettait en place le report modal avec la règle de gestion suivante. Donc, avec les règles qu'on a mentionnées précédemment pour déterminer si un trajet est crédible, on applique dans l'ordre d'abord la marche, puis le vélo, puis les transports en commun. Et pour les automobilistes à plus de 10 km, on considère que 30% vont passer au covoiturage. Donc, je vais vous montrer la carte et le code couleur. Donc, ce qu'on observe, c'est tous les salariés qui travaillent en région Sud-PACA dans nos bases de données. Chaque hexagone représente une zone géographique où habitent des personnes. Et la hauteur de l'hexagone nous renseigne sur le nombre de personnes au sein de cette zone géographique dans notre base de données. Donc, évidemment, au sein des grandes villes, on a plus de personnes dans notre base de données. Ensuite, la couleur des hexagones nous renseigne sur le mode de transport majoritaire des personnes qui vivent au sein de cette zone géographique. Donc le rouge, ça va être la voiture. Le bleu, ce sont les transports en commun. Le vert foncé, c'est le vélo. Et le vert clair, c'est la marche. Donc très concrètement, ce qu'on observe à gauche, c'est actuellement comment viennent les gens. Et ce qu'on voit, c'est que clairement, la carte est pratiquement entièrement rouge. Donc la grosse majorité des gens, 85%, viennent en voiture et ça se retranscrit sur la carte. On a quelques zones avec un mode majoritaire qui est du vélo, mais c'est vraiment à la marge. Et on a très peu de transports en commun également. Ce qu'on observe à droite, c'est ce qu'on pourrait avoir demain si on faisait passer les automobilistes à un mode crédible qu'on a identifié, nous, chez 1 km à pied. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'au sein des grandes villes et des agglomérations, donc Marseille, Aix-en-Provence, le mode majoritaire, ce serait le vélo. Donc, le mode majoritaire des personnes qui vivent dans ces zones serait le vélo. Autour, on a un petit peu de transport en commun, donc parfois des automobilistes qui n'ont pas identifié leur trajet ou qui ne savent pas qu'ils ont un arrêt à proximité et qui pourraient donc passer au transport en commun sans trop allonger leur durée de trajet. Et enfin, le mode majoritaire qui domine en dehors des agglomérations, c'est le covoiturage, donc les points violets qu'on aperçoit sur notre carte à droite. À noter que toutes ces colonnes qui changent de couleur, ce sont des voitures qui disparaissent, entre guillemets, des routes sur les trajets domicile-travail, matin et soir. Et maintenant que je vous ai présenté tout ce potentiel de report modal, en conservant le même lieu de travail, je vais laisser Laure vous présenter la mobilité interne géographique qu'on opère chez 1 km à pied. Pardon, je ne trouvais plus le bouton. Hop. Pardon, non, diaporama, tac. Merci Camille. Donc effectivement, quand on voit que la majorité du CO2 provient des trajets longs en voiture de plus de 10 km, on peut envisager le report modal, et donc ça dépend du changement de comportement des salariés et d'infrastructures aussi. Mais on peut aussi envisager de se dire, dans les années 60, le trajet domicile-travail des Français, c'était seulement 3 km à l'aller. On va vers un monde avec moins d'énergie, des vraies contraintes climatiques, une crise sociale. Est-ce qu'il ne serait pas temps, en fait, de revenir à quelque chose de plus frugal, plus local, et de faire de la démobilité, en fait, de réduire tout simplement les trajets des Français? C'est notre mission chez 1 km à pied. Alors là, ce ne sont pas les chiffres en PACA, ce sont les chiffres en national, mais qui ressemblent, en fait, à ce que Camille vous a montré pour la région PACA. Nous, notre mission chez 1 km à pied, c'est de se dire on va changer la structure des trajets, on va faire en sorte que ceux qui ont un trajet de plus de 10 km passent à un trajet de moins de 5 km. Pourquoi ?
parce qu'on ne peut pas non plus compter sur le télétravail. 74% des actifs français sont des employés de terrain qui ne peuvent pas télétravailler dans tous ces secteurs, énergie, transport, santé, vieillesse, services publics, BTP, hôtellerie, restauration, retail, petite enfance, services techniques, propreté et agents de sécurité, on en parle beaucoup avec les JO. Et donc, ils font leur trajet domicile-travail tous les jours, alors même que leurs collègues du siège social, eux, font des économies sur leur trajet, 2-3 jours par semaine grâce au télétravail. Eux, non, doivent en fait garder leurs dépenses tous les jours. Il s'avère que ces employés de terrain travaillent majoritairement pour des employeurs multisites. Donc j'ai mis quelques logos connus, vous en avez forcément près de chez vous. J'ai mis aussi quelques-uns de nos clients qui sont pionniers dans les réaffectations et je les remercie. Mais il y a 12 000 employeurs multisites publics et privés en France. Quand je dis public, par exemple, les villes, les collectivités qui ont plusieurs crèches, plusieurs écoles. À l'échelle des départements, c'est les collèges, les lycées au niveau de la région. Tout ça, mais aussi les médiathèques, les piscines, etc., sont des lieux gérés par les collectivités avec des employés de terrain qui pourraient potentiellement avoir un trajet plus court. Donc, on s'est posé la question avec mon associé de quelle serait la part des Français qui pourraient effectivement avoir un trajet plus court au sein de la même entreprise. Ça n'avait jamais été mesuré. Et donc, on est les premiers au monde à avoir créé un logiciel comme ça qui confronte le trajet actuel au trajet potentiel des gens qui ont le même intitulé de poste dans la même entreprise, mais plus près de chez eux. Et donc, moi, j'ai lancé l'entreprise en pensant que ce serait 25%. Eh bien, le chiffre national est de 62%, donc pire que ce que j'imaginais. Mais en même temps, c'est porteur d'espoir parce que ça veut dire qu'il y a un gros potentiel d'optimisation. Et donc, on pourrait passer d'une situation fatigante et coûteuse à une situation beaucoup plus satisfaisante pour les salariés et où ils pourraient faire des économies de temps et d'argent. Et nous, notre mission d'entreprise, c'est aussi une économie de CO2, de particules fines pour le climat et l'environnement. Et donc là, on pourrait se poser la question du gain, parce que 62%, certes, mais si c'est pour gagner 3-4 minutes, c'est peut-être pas la peine. Eh bien, le gain est de 10,2 km à l'aller, 20,4 km par jour. Donc pour des personnes, je le rappelle, qui sont au SMIC ou à peine plus que le SMIC, voire même moins s'ils sont à temps partiel. Donc vraiment, ce sont des gains significatifs. Concrètement, pour faire de la mobilité durable, nous avons créé un logiciel RH qui permet aux équipes RH d'enregistrer les souhaits de mobilité de leurs salariés, soit au fil de l'eau pendant l'année, puisqu'il y a 10% des salariés qui déménagent chaque année en fonction des mariages, séparations, enfants, etc. Et donc, un déménagement veut dire potentiellement besoin de changer de site dans la même entreprise. Ça peut être aussi au moment des entretiens annuels. Et donc, nous, on leur montre les sites plus proches, un système d'enregistrement, et hop, c'est enregistré. Une fois que c'est enregistré, on leur montre tout de suite les permutations disponibles à poste égal pour pouvoir concrétiser et répondre rapidement et satisfaire la personne pour éviter qu'elle ne parte. Sachant que le turnover coûte très cher aux entreprises, le moindre départ pour remplacer, ça coûte environ 10 000 €. Donc vraiment, ils ont tout intérêt à fidéliser de cette manière. Mais s'il n'y a pas de permutation possible, on va dire aux gens qui souhaitent se rapprocher d'attendre qu'un poste se libère. Et donc, nouveau réflexe pour les recruteurs des entreprises avec qui on travaille, c'est qu'à chaque fois qu'un poste se libère sur un site, ils choisissent un site. Donc là, hop, par exemple, tel EHPAD. Ils cliquent et hop, ils arrivent sur la liste des salariés qui pourraient faire le même travail, mais plus près de chez eux. Je vous ai mis un exemple à Cavaillon. Donc, pour des raisons du RGPD, j'ai masqué les noms des salariés et leur lieu de travail, mais on est quand même sur Cavaillon. Et donc, vous voyez que ce sont équipiers polyvalents, coordinatrices caisse, voilà, qui ont une certaine ancienneté. Il y a leur site actuel. Donc là, on a un salarié qui travaille actuellement sur Istres, qui fait 65 minutes de voiture et qui pourrait n'en faire que 29 en étant muté sur Cavaillon. 36 minutes de gain. De la même manière ici, 18 minutes de gain, 14 minutes de gain, 13 minutes de gain, etc. Et c'est ce qu'on voit chez tous nos clients sur tous les sites. C'est pour ça qu'il y a 62% des salariés avec un site plus proche. Je vous ai mis un autre exemple juste pour vous montrer que c'est partout pareil. Dans le Nord, à Roubaix, pareil, vous voyez 29 minutes de gain, 24, etc. Et c'est comme ça partout. Je vous présente du coup le potentiel de réaffectation en région Sud-PACA. À l'échelle de la France, c'est 62, Sud-PACA, 60% des salariés qu'on a analysés qui ont un site de leur propre employeur plus près de chez eux. Donc vraiment concrètement,
je suis un salarié Lidl, j'ai été embauché au moment où j'étais au chômage sur un Lidl à 25 km de chez moi, alors que j'ai un autre Lidl à 15 km, à 9 km et à 3 km. Moi, je le sais parce que je connais bien les Lidl de mon coin, mais quand j'ai été embauchée, il n'y a que là-bas qu'il y avait de la place. Et depuis, personne ne sait comment me bouger. Enfin, maintenant, oui, avec notre logiciel, mais dans une situation où il n'y avait pas encore 1 kilomètre à pied, eh bien, les équipes RH régionales n'avaient pas la vue d'ensemble pour opérer des mutations. Donc concrètement, les salariés qui peuvent bouger passeraient de 13,5 km à l'aller à 3,4. Donc vous voyez que c'est vraiment une manière de passer d'un trajet non cyclable, qui serait plus d'1 heure de vélo à l'aller, à un trajet tout à fait cyclable, 3,4 km, pour peu qu'il y ait des pistes, bien sûr, mais des pistes, il y en a de plus en plus. Donc en ayant un trajet court et les pistes qui arrivent, hop, ça devient cyclable. Passer de 22 minutes à 8, donc vous imaginez l'équilibre pro-perso, le temps passé en famille ou dans l'associatif, enfin voilà, ça libère du temps utile. Passer de 721 € à 182, 1,8 tonne de CO2 à 0,5 tonnes de CO2. Je rappelle que pour stabiliser le climat, le réchauffement climatique, il faudrait que chaque humain sur Terre ne pèse que 2 petites tonnes de CO2 par an. Donc si le trajet domicile-travail en grignote déjà 1,8, on n'est pas dans de bonnes conditions pour atteindre l'objectif de stabilisation du climat. Et je passe maintenant la parole à Camille qui va vous parler de la suite. Hop là. Pardon. Hop. Alors oui, donc ce qu'on observe chez les salariés qui pourraient travailler plus près de chez eux, c'est qu'actuellement, 57% ont un trajet de plus de 20 minutes à l'aller. Donc, comme l'a déjà dit Laure, ça fait du temps passé dans le transport qui n'est pas passé en famille ou à faire d'autres activités plus épanouissantes. Et après réaffectation, donc ici on a la répartition de tous les salariés par tranche de durée, on voit qu'on supprime pratiquement tous les trajets au-dessus de 30 minutes et on a 96% des salariés qui sont à moins de 20 minutes de leur lieu de travail. Donc un trajet beaucoup moins usant au quotidien, ce qui se traduit en pratique dans les entreprises par de la productivité, de la motivation et moins de risques de turnover et d'absentéisme. Maintenant, en termes de distance, donc ce qui nous intéresse particulièrement pour le report modal vers le vélo notamment, actuellement, la majorité, donc 63%, sont à plus de 10 km, avec même pas mal de personnes qui ont un trajet de plus de 50 km. Et après réaffectation, la grosse majorité serait à moins de 5 km, donc 88% à moins de 10 km. Et on remarque encore une fois que les trajets les plus longs ont été pratiquement éliminés. Donc au-delà de 30 km, il n'y a plus personne sur le graphique à droite. C'est une bonne nouvelle, puisque des trajets plus courts, ce sont des trajets où on peut passer à vélo quand on est à moins de 5 km, à vélo électrique quand on est à moins de 10 km. Et c'est aussi des risques d'accident en moins, de la fatigue en moins, du stress en moins, etc. Donc je vous ai présenté en termes de chiffres ce potentiel des réaffectations. Et maintenant, je vais vous présenter sur une carte, donc avec une vidéo avant-après. Donc à quoi pourrait ressembler le trafic routier demain si on mettait en œuvre toutes les mobilités internes qu'on a identifiées chaque kilomètre à pied. Donc c'est encore une fois notre data analyst qui a réalisé cette data vise avec donc, tous les trajets des salariés qui travaillent en région PACA. En rouge, les trajets qui sont de plus de 20 km à l'aller. En orange, les trajets entre 10 et 20 km. Et en vert, les trajets les plus courts entre 0 et 10 km. Et donc, on va observer à gauche les trajets actuels et à droite, les trajets futurs réduits dans une situation hypothétique. Donc, je lance la data vise. Et ce qu'on va voir, c'est à gauche, énormément de rouge, à droite, pratiquement que des points verts. À gauche, les trajets affluent vers les grandes métropoles, vers Marseille, Toulon, etc. Et à droite, les points se sont déjà évanouis, ils ont disparu. Les trajets durent beaucoup moins longtemps et encombrent les routes pendant beaucoup moins longtemps. À gauche, situation actuelle, il y a toujours des personnes sur les routes qui ne sont pas encore arrivées sur leur lieu de travail. Et cela se traduit concrètement par des bouchons, de la pollution sonore et des particules fines dans les villes. Donc nous avons vu le potentiel en termes de congestion routière. Et maintenant, je vous propose de regarder le potentiel d'un point de vue géographique en termes d'émissions de CO2. Donc ce qu'on voit sur ces cartes, c'est une coloration des communes en fonction de l'empreinte carbone médiane des salariés qui vivent dans ces communes.
Donc, si la commune est coloriée en rouge foncé, c'est-à-dire qu'on a une empreinte carbone des gens qui habitent dans cette commune de plus de 1 tonne d'équivalent CO2 par an, uniquement pour les trajets domicile-travail, donc, comme Laure l'a dit, incompatible avec une empreinte carbone totale sur l'année de 2 tonnes d'équivalent CO2 par personne. Donc à gauche, on observe bien qu'en dehors des agglomérations Aix-Marseille et Toulon, on a principalement du rouge, donc des personnes qui ont une empreinte carbone très élevée due à leur trajet domicile-travail. Et à droite, on inverse les couleurs, on passe à beaucoup plus de rose pâle. Donc la majorité des communes contiennent des habitants qui ont une empreinte carbone beaucoup plus faible. Et même au sein des agglomérations, on passe du rose moyen entre 0,5 et 1,2 tonnes d'équivalent CO2 par an à moins de 0,55 tonnes d'équivalent CO2 par an et par personne. Donc un impact significatif d'un point de vue climatique. Maintenant, d'un point de vue des dépenses, car c'est aussi un sujet important pour des personnes qui sont payées au SMIC ou juste au-dessus du SMIC et qui dépensent 700 € et quelques en médiane dans leur trajet domicile-travail en voiture, on va représenter donc de la même manière les communes coloriées en fonction des coûts des trajets domicile-travail des automobilistes. Donc sur la gauche, on observe que dans la majorité des communes, cela représente plus de 550 € par an, sauf aux alentours proches des plus grosses villes, où on est plutôt entre 260 et 550 € par an. À droite, on observe encore une fois que la carte s'éclaircit considérablement, avec beaucoup plus de trajets qui sont moins coûteux, moins de 260 € par an. Donc c'est du pouvoir d'achat qui est libéré pour les employés, sans que leur employeur n'ait eu besoin d'augmenter leur salaire. Donc j'ai fini pour cette partie sur le potentiel des réaffectations et je vous invite, si vous souhaitez, à recevoir nos slides pour avoir tous ces chiffres clés et les regarder à tête reposée, puisqu'on allait un petit peu vite, à de mettre un pouce ou un commentaire dans le live, parce que sinon on ne sait pas comment vous recontacter et nous nous ferons un plaisir de revenir vers vous avec les slides pour vous les envoyer. Et maintenant, je vais passer la parole à Benjamin qui va vous présenter son enquête auprès des AOM. Eh bien, bonjour à tous, donc Benjamin Opa. Je vais vous présenter donc les résultats de l'enquête qu'on a menée auprès des AOM. Je vous partage mon écran. Hop. Alors, au niveau de la méthodologie, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré la liste de toutes les AOM en France. On les a classées par population, donc de la plus peuplée à la moins peuplée. Et ensuite, on les a enquêtées une par une. Donc, à ce jour, on a envoyé 157 questionnaires. On a eu un retour de 71 questionnaires, ce qui représente 45% de réponses. Et on recouvre 16 millions d'habitants, en sachant que du coup, Paris, Lyon, Marseille n'ont pas répondu, que ce sont les 3 AOM les plus peuplés en France, et que ça aurait fait doubler ce chiffre. Au niveau régional, donc pour la région PACA, on a envoyé 12 questionnaires. On a eu 8 réponses, ce qui représente donc 66% de réponses. Et on recouvre 1,3 million d'habitants sur les 5 millions à peu près en région PACA. Le questionnaire, donc, il comprend 5 thèmes avec 22 questions. Donc les 5 thèmes sont plan de mobilité employeur, transport en commun, vélo, covoiturage et marque employeur locale. Et ensuite, donc les réponses, nous après, nous servent à faire du contenu pour faire du conseil de mobilité aux entreprises. Ici, vous avez la liste des 71 répondants donc au niveau national. Et on a un échantillon vraiment dans chaque région de France. Là, vous avez les 8 répondants pour la région PACA. Donc, merci à eux pour ces réponses. Au niveau des résultats, donc, on a demandé s'il y avait des nouvelles offres de transport qui étaient prévues au sein de l'AOM. Et ici, au niveau national et au niveau régional, on voit que majoritairement, les AOM, il y a beaucoup de mouvements au niveau des offres de transport. Donc, suite à ça, on a sondé pour savoir les animations de promotion des offres de transport en commun en entreprise, si ça existait au sein de l'AOM. Et effectivement, du coup, on a une grosse proportion des AOM qui proposent ce service à l'échelle nationale, avec une partie qui est déléguée en fait par les exploitants de transport. Et en région PACA, donc on voit qu'il y a à peu près 2 tiers des AOM qui proposent ce genre d'animation.
sans délégation par contre à l'exploitant. Ensuite, on demande s'il existe des aides financières à l'achat de vélos ou de vélos à assistance électrique. Et ici, donc, au niveau national et au niveau régional, on est environ sur un tiers des AOM qui proposent des aides financières, en sachant que ce sont des aides financières qui sont complémentaires des aides de l'État, des 400 € d'aide de l'État, qui sont soumises à condition de ressources. Et ici, vous avez un site, donc mesaidesvélo.fr, qui, on peut mettre le nom de sa ville, et en fait, on a toutes les aides disponibles, que ce soit donc l'aide de l'État au niveau régional, départemental ou au niveau de la collectivité. Et s'il manque donc une aide, on peut la soumettre pour qu'elle se soit bien recensée en fait sur ce site. Ensuite, on a demandé s'il y avait une plateforme de covoiturage qui a été sélectionnée à l'échelle de l'AOM. Donc là, on voit donc à l'échelle nationale et à l'échelle régionale qu'on est sur les mêmes proportions. Environ 2 tiers des AOM se sont mis d'accord sur une plateforme de covoiturage. Et quand on cherche à savoir donc la plateforme de covoiturage la plus sélectionnée dans le territoire, on voit qu'à l'échelle nationale, c'est Blablacar Daily Klaxit qui arrive en tête, suivi de Mobilicop et Caros, et qu'en région PACA, toutes les AOM ont répondu qu'elles avaient choisi Blablacar Daily. Et donc se mettre d'accord sur une plateforme de covoiturage, c'est essentiel pour créer un écosystème favorable au covoiturage. Ensuite, on a demandé s'il existait des animations pour promouvoir le covoiturage en entreprise. Et ici, donc, même proportion au niveau national et régional. On est sur environ 55% d'AOM qui proposent ce genre de service. Ensuite, on a demandé aussi s'il y avait un parcours en fait pour déposer les PDME directement sur le site de l'AOM. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est un service qui est assez faiblement représenté au niveau national, parce que seulement 10% des AOM proposent ce service-là, donc 90% de nous à l'échelle nationale, et qu'en région PACA, on a sondé aucune AOM qui proposait ce service. Par contre, il est important de noter que on peut envoyer un mail au service mobilité directement, mais que ça ne permet pas ensuite à l'AOM de faire un registre et de traiter les données de manière agrégée. On a demandé ensuite s'il y avait la part des gros employeurs, donc des employeurs de plus de 50 salariés, qui ont réalisé leur PDME. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans la quasi-totalité des AOM qu'on a sondés, nous, en France, c'est moins de la moitié des gros employeurs qui ont fait leur plan de mobilité employeur, avec ces deux zones-là en vert clair. Et en région PACA, c'est la même chose, c'est toujours une minorité d'employeurs qui ont fait leur plan de mobilité. Pour notre questionnaire, donc, il y a plusieurs autres questions, plusieurs thèmes qui sont abordés, donc on ne pourra pas tous les aborder ici, mais vous pouvez donc contacter Laure à son adresse mail qui est inscrite ici, et elle pourra vous présenter tous ces résultats en détail. Et je lui rends d'ailleurs la main. Merci Benjamin. Hop. Dernière partie de ce webinaire. Comme Benjamin vient de le dire, quand on les interroge sur la part des entreprises qui ont fait leur plan de mobilité, c'est toujours très faible, hein, on est vraiment à moins de 25%, il y a même un chiffre qui circule de 8-10% des entreprises qui l'auraient fait. Or, on sait bien qu'on n'améliore que ce qu'on mesure et que si les entreprises ne savent pas d'où viennent leurs salariés, n'ont aucun chiffre clé pour prioriser leurs actions, eh ben, ils n'ont pas de point de départ pour améliorer. Donc, je voudrais vous partager une initiative vraiment exemplaire. C'est l'Eurométropole de Strasbourg, hein, souvent on avance Strasbourg, qui, partant de ce constat, s'est dit qu'il fallait offrir les plans de mobilité aux employeurs. Et donc, ils ont lancé ce programme qui s'appelle Optimix. Vous pouvez aller sur le site Optimix Strasbourg. Et donc, il y a une page qui motive les employeurs à s'inscrire à ce programme pour obtenir un accès gratuit à un plan de mobilité employeur. Alors, il s'avère qu'en fait, derrière, c'est nous qui opérons, qui avons gagné l'appel d'offres pour opérer ces plans de mobilité pour le compte de l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc, chaque employeur a sa plateforme 1 km à pied avec tous les diagnostics et chiffrages de report modal et cartographie que vous avez pu voir.
Sauf que derrière, c'est pas nous qui allons restituer les résultats, c'est la personne de l'AOM, avec sa connaissance du territoire et avec son catalogue d'actions de sensibilisation, justement, comme on a parlé, Benjamin, pour le vélo, le covoiturage, les transports en commun et autres, qui va pouvoir dégainer les meilleures actions, les plus pertinentes sur chaque site, en fonction de leur accessibilité et du diagnostic qu'on aura révélé. Donc, très concrètement, pour inspirer d'autres AOM, comment est-ce que ça se passe? Donc, on signe une convention tripartite, puisque il faut analyser les données RH d'adresse de domicile des salariés, donc une convention entre l'employeur, l'AOM et nous, pour garantir la sécurité des données. Ensuite, chaque employeur reçoit son diagnostic mobilité avec sa carte des trajets, ses indicateurs clés, ses parts modales, le report modal possible. Et du coup, l'AOM va là aller le présenter. Nous, on équipe l'AOM avec tout un kit de communication et de passage à l'action clé en main sur étagère. Et l'AOM, l'intérêt, c'est que à force d'offrir comme ça des plans de mobilité, eh bien, vient agréger de la donnée, comme on l'a fait pour vous à l'échelle régionale, mais à l'échelle vraiment locale, pour avoir une carte des flux qui se dégagent petit à petit, des indicateurs clés qui vont permettre de justifier des nouvelles infrastructures, des nouveaux dispositifs très adaptés aux besoins des salariés du territoire. Voilà pour ce partage de bonnes pratiques. Et c'est la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions dans le petit chat sur le côté. Et si vous voulez recevoir nos slides, comme l'a déjà dit Camille, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en commentaire, à mettre un petit message, parce que sinon, on ne sait pas qui est là, tout simplement. Donc, merci à tous. Questions-réponses. Et je vais faire revenir Camille et Benjamin. Hop, pour les questions-réponses. Et hop, on va attendre un petit peu. Alors, super, il y avait déjà donc une prise de parole de Louise. Hop, donc chargée d'études à la Fabrique de la Cité. Très très bien, je vous invite tous à suivre la Fabrique de la Cité. Think tank des transitions urbaines. Je travaille sur la décarbonation des mobilités périurbaines au niveau territorial et les enjeux de justice sociale. Donc oui, bah, comme on le voit, en fait, la majorité des trajets, enfin des kilomètres parcourus et du CO2 le sont sur les trajets de plus de 10 km. Et donc, il y a vraiment cette corrélation entre des trajets en périurbain, voire rural, en voiture, plus coûteux que les petits trajets en ville, où il y a plus d'opportunités de report modal. Et donc, d'où l'importance de, effectivement, réduire les trajets. Ensuite, donc Louise dit cela ne concerne pas, donc je pense que Louise parlait à ce moment-là des réaffectations plus proches du domicile. Est-ce que ça ne concerne que les grandes entreprises qui ont plusieurs sites, type supermarché, multinationales, etc. Donc vraiment, là, non, c'est quasiment la moitié des actifs français. Donc aussi dans les EHPAD, les crèches, les hospices civils, hein, les hospices civils, la PHM par exemple, je crois qu'il y a 5 hôpitaux différents. Avec évidemment des réaffectations possibles pour le personnel qui s'y prête. Bien sûr, un chirurgien qui a une spécialité, on ne va pas pouvoir le permuter, mais le personnel soignant, autres, les brancardiers, secrétariat, ça peut être aussi dans les collectivités, les agents d'entretien, ça peut être les personnes qui sont dans les médiathèques, les piscines, etc. Auriez-vous réussi à avoir des chiffres agrégés de la proportion de salariés concernés au niveau d'une ville? Alors, je suis allée regarder parce que j'ai vu votre question avant d'y répondre ici. Pour l'instant, les réaffectations ont été plus, on va dire, adoptées par nos clients privés, donc dans le retail, dans les crèches privées aussi, dans le BTP, dans les transports transiliens, La Poste aussi en Bretagne qui fait un test avec nous pour les facteurs. Mais on travaille justement avec l'Eurométropole de Strasbourg qui, au-delà des plans de mobilité qu'elle offre aux entreprises du territoire, fait aussi pour elle-même, pour ses propres agents, des réaffectations sur les services de propreté. Et donc, les agents de propreté, je suis allée sur la plateforme, que je ne vais pas pouvoir vous montrer pour des raisons de RGPD, mais c'est le même chiffre, ils sont même quasi dans notre moyenne, ils sont à 62,3% des agents de propreté qui pourraient faire le même travail de nettoyage des rues plus près de chez eux. Sachant qu'ils sont en horaire décalé, c'est plus sympa de faire un petit trajet à 4h du matin qu'un long trajet, évidemment.
Ensuite, on a donc, merci, hop. Alors, question, y a-t-il une obligation à partir d'un certain nombre de collaborateurs de mener un plan de mobilité? Très bonne question, Stéphane. J'ai envie de dire oui et non. C'était le cas avant la LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui est entrée en vigueur en 2020. Donc on a un peu perdu cette obligation. Il y avait l'obligation de le faire, ce plan de mobilité, à partir de 100 puis 50 salariés sur un site. Mais malheureusement, ce qui est obligatoire maintenant, et c'est bien quand même, c'est de négocier le montant du forfait mobilité durable lors d'une NAO, une négociation annuelle obligatoire, avec les représentants du personnel. Donc si vous êtes une entreprise avec des représentants du personnel de plus de 50 salariés, vous devez passer dans l'année différents sujets en revue, la rémunération, la sécurité, etc., l'employabilité, les formations. Et maintenant, voilà, il y a un nouveau sujet, c'est la mobilité, qui est intégré dans le plus gros sujet de la qualité de vie au travail. Et donc, c'est là que l'employeur doit donner quelques chiffres, quelques billes sur la mobilité pour pouvoir négocier de manière cohérente le forfait mobilité durable. Et savoir si c'est utile ou pas en fonction de l'accessibilité de l'entreprise. Ce que dit la LOM, la loi d'orientation des mobilités, c'est que si cette négociation échoue, qu'il n'y a pas d'accord entre représentants du personnel et entreprise, alors l'entreprise est tenue de faire un plan de mobilité en bonne et due forme et de suivre les recommandations. Voilà, donc c'est un peu obligatoire, mais pas complètement. Mais je vous recommande, si vous voulez négocier le montant du forfait mobilité durable, évidemment, de savoir où vous allez. C'est pas forcément ça qui aura le plus d'impact, comme on l'a vu, souvent le forfait mobilité durable sert aussi bien au vélo qu'au covoiturage. Mais en fonction de comment vous êtes engagé, peut-être qu'il vaut mieux faire des dépenses sur autre chose, sur une cantine. On n'en a pas parlé ici, mais 28% des Français rentrent manger chez eux. Donc, c'est pas en Ile-de-France quand on a 3/4 d'heure de RER, c'est plutôt les trajets justement de 10-12 km qui se font relativement rapidement en voiture. Donc, typiquement, finalement, ça a plus d'impact de créer une cantine, un espace sympa avec ce budget-là, que de mettre du forfait mobilité durable s'il n'y a pas de piste cyclable et qu'il y a peu de gens qui pourraient covoiturer. Donc voilà, ça dépend vraiment. Il faut faire un plan de mobilité pour que des pros vous disent ce qui aurait le plus d'impact chez vous, effectivement. Alors, y a-t-il d'autres questions? Tac, tac. Et pour revenir à la question de Louise qui dit merci, j'ai oublié dans ma précipitation, pour revenir à cette question-là de qui sont ces employés de terrain concernés par les réaffectations, vous avez aussi tous les services publics, tout simplement. À l'échelle nationale, tous les services publics. Et on aimerait beaucoup, nous, travailler pour France Travail, notamment. Allez, je lance des bouteilles à la mer. On est déjà très contents de faire une expérimentation avec La Poste en ce moment, en Bretagne. Donc, n'hésitez pas à nous proposer aussi des expérimentations, parce que plus on en fera, plus on aura de la data, justement, et montrer que ça peut devenir une vraie politique publique à très fort impact. N'hésitez pas à mettre d'autres questions. On a un petit décalage entre le moment où on parle et le moment où vous l'entendez. Donc, du coup, je vais attendre un petit peu, être sûr qu'il n'y ait pas d'autres questions qui arrivent. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que on va pouvoir clore ce webinaire. Merci beaucoup, merci pour votre présence. N'hésitez pas à le partager, donc il est en replay là où vous l'avez trouvé sur LinkedIn. Et puis n'hésitez pas aussi à nous demander, là, soit ici, soit par message privé, si vous voulez recevoir les slides, donnez-nous votre email et on se fera une joie de vous les partager. Eh bien, merci à tous. À très bientôt.